Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Parlement Hebdo, en compagnie cette semaine de Delphine Girard. Bonjour. 45 minutes à passer ensemble pour passer en revue l'actualité politique et parlementaire. Avec cette semaine, l'arrivée à l'Assemblée du collectif budgétaire 2012, en vedette la suppression de la défiscalisation des heures supplémentaires, qui était l'une des mesures phares de Nicolas Sarkozy. L'opposition, évidemment, est montée au créneau. Rénover la vie publique, c'est la mission qu'a confiée François Hollande à Lionel Jospin. Avec un rapport attendu début novembre, l'ancien Premier ministre devra plancher sur le cumul des mandats ou encore la réforme du statut pénal du chef de l'État. Dans sa commission, une ancienne ministre UMP, Roselyne Bachelot. Enfin, le Parti socialiste prépare son congrès de l'automne et l'élection de son nouveau chef. Cette semaine, c'était le ramassage des copies des contributions, tous en rang ou presque, derrière le texte de Martine Aubry et Jean-Marc Ayrault. Il y a bien sûr quelques indisciplinés qui ont déposé leur propre texte, comme le ministre Benoît Hamon. Ou encore comme vous, Marie-Noëlle Lienemann, bonjour. Bonjour. Ancienne ministre, sénatrice socialiste de Paris. Alors vous représentez l'aile gauche du parti, vous êtes une proche de Benoît Hamon, vous avez d'ailleurs signé sa contribution, on y reviendra. Mais vous avez également apporté votre propre contribution. Vous l'avez vous-même qualifiée d'un peu raide pour l'Europe. Est-ce qu'elle a rencontré du succès, cette contribution? Oui, on a plusieurs députés parlementaires, on est 6-7 parlementaires, on a des premiers secrétaires du Parti socialiste, on a aussi des responsables des secrétaires nationaux, puisque les 4 premiers signataires sont Jérôme Guedj, qui est le président du Conseil général de l'Essonne, et nous avons Emmanuel Morène et Marianne Louis qui sont secrétaires nationales, et moi-même, mais on a aussi des ministres plus chevronnés, comme Paul Quilès, Jean Roux, Jean Le Garec. Donc vous avez le mélange des générations, on n'a pas tous la même histoire, mais on est tous convaincus qu'aujourd'hui se joue beaucoup de la réussite de ce quinquennat, de la sortie de crise de ce pays, et que c'est à travers une réorientation réelle et pas formelle de l'Union européenne que nous devons passer, mais aussi par des choix qui, par exemple, ramènent l'État, le capital public dans l'économie, parce qu'on ne réindustrialisera pas la France, et notamment avec sa mutation technologique et écologique, sans cet investissement public lourd en lien avec les régions. Nous pensons aussi que la question des salaires n'est pas un handicap à la productivité et à la compétitivité. Bref, nous pensons qu'on peut réussir à gauche. Certains pensent qu'on va en reparler de tout ça, mais certains pensent quand même beaucoup que la réussite du quinquennat dont vous parlez passe par la discipline du parti. C'est en tout cas un peu le message qu'on fait passer. Il ne faut pas confondre. Il ne s'agit pas d'être indiscipliné. Il y a un congrès. Si c'était un congrès, ça sert à quoi? Ça sert à débattre. Moi, je suis quand même très, très étonnée. D'abord, on a l'expérience. On sait que si on n'est pas capable, au début du quinquennat, d'avoir les vrais débats qui traversent la société française, et notamment l'électorat de gauche, si on n'est pas capable d'être en écoute avec ces populations, avec ces attentes, eh ben, la facture se paye au moment de l'élection dans 5 ans. Et on ne peut pas faire comme si la question de 2002 était définitivement derrière nous. Donc le débat que veut François Hollande avec les partenaires sociaux, il faut que vous l'ayez aussi en interne. Oui. Et puis alors, il y a des choses tout à fait drôles que j'apprécie beaucoup dans la contribution de Jean-Marc Ayrault et de Martine Aubry, dont chacun a bien vu qu'il souhaitait « je ne veux voir qu'une seule tête ». Il est écrit « Le Parti socialiste doit être un parti de débat avec l'ensemble des forces autour de nous ». Le premier débat, c'est avec ses militants, avec ses adhérents. Les primaires n'ont pas affaibli notre candidat. Le débat interne n'affaiblira ni notre parti ni notre gouvernement. Alors, Marie-Noëlle Lienemann, on va dérouler ensemble le fil de la semaine, si vous le voulez bien. Et lundi, à propos de fil, ça détricote à l'Assemblée. En ce début de semaine, les députés examinent le projet de loi de finances rectificative pour 2002 qui prévoit 7,2 milliards de recettes supplémentaires. Au menu, notamment, l'abrogation d'une mesure phare de l'ère Sarkozy, la défiscalisation des heures supplémentaires. Désormais, les salariés paieront des impôts sur ces heures-là. Reste à définir à partir de quand. Et là, lundi, ça cafouille un peu. Jérémy Hartmann. À quand la fin des heures supplémentaires défiscalisées ? Toute la journée, le gouvernement et sa majorité ont multiplié les déclarations contraires. Finalement, Matignon souhaite une entrée en vigueur au 1er août, alors que le rapporteur du budget à l'Assemblée, le socialiste Christian Eckert, évoque la date du 1er juillet. Une mesure peut-être d'équilibre et peut-être de nature à
assurer une bonne information pour ceux qui n'auraient pas entendu dire pendant les campagnes électorales que les heures supplémentaires ne seront plus encouragées par l'argent public. Ce matin encore, ce même Christian Eckert proposait par voie d'amendement la date du 1er janvier 2012, autrement dit une application rétroactive de la mesure qui aurait permis près d'1 milliard d'euros d'économies pour les caisses de l'État. Oui, mais voilà, à cette date-là, François Hollande n'était pas encore président de la République et les salariés qui effectuaient des heures supplémentaires n'étaient pas censés savoir qu'elles seraient soumises à l'impôt. Devant les protestations de l'opposition, le gouvernement a donc retardé la mise en application de sa mesure. Même si on nous dit juillet c'est mieux que janvier, un demi-scandale, ça reste un scandale. Sous la pression, ils ont reculé, pas assez. Nous ne voulons pas qu'il y ait de remise en cause de la défiscalisation et rétroactivité au 1er janvier ou au 1er juillet, ça reste un scandale sans nom. Car sur le fond, l'objectif du gouvernement reste, lui, inchangé, récupérer les 5 milliards d'euros que coûtaient chaque année depuis 5 ans les heures supplémentaires défiscalisées, chères à Nicolas Sarkozy. Alors un coup 1er juillet, 1er janvier, puis finalement 1er août. Vous allez dire que c'est l'activité parlementaire qui veut ça, le débat parlementaire, mais ça donne quand même une petite impression de cafouillage sur un sujet qui finalement touche au pouvoir d'achat des Français. Oui, moi je pense que bon, c'est aussi la vie parlementaire, il ne faut pas surestimer. Ce qui est quand même important, c'est finalement ce qui est voté. Hein. En même temps, ça veut aussi dire que c'est très important que le gouvernement travaille en bon entendement. Je ne sais pas qui, je ne suis pas à l'Assemblée, on est au Sénat. Personnellement, je pense que ça veut dire que quand même le gouvernement doit travailler au pré-serré avec les parlementaires pour que s'il y a des désaccords réels, des choses sur lesquelles on veut infléchir, ce soit clair, mais que ce ne soit pas sur des choses qui apparaissent finalement assez incompréhensibles pour nos concitoyens. La rétroactivité, vous ne la trouvez pas injuste? C'est un principe habituel qu'on essaie de combattre, hein, d'éviter la rétroactivité. Là, il y avait quand même, notre collègue Eckert avait soulevé quand même quelque chose, c'est qu'il y a eu des heures supplémentaires d'opportunité. Nous savons par exemple que pendant un certain nombre d'années, les heures supplémentaires ont été substitutives à l'augmentation des salaires. Parce qu'évidemment, on mettait des heures supplémentaires, je n'allais pas dire fictives, parce que je ne sais pas si les gens les faisaient ou pas, mais on gonflait le quota d'heures supplémentaires pour éviter l'augmentation des salaires, parce que c'était l'État finalement qui payait cette mesure. Donc, on a vu aussi que dans la période du début d'année, un certain nombre d'entreprises ont utilisé cette méthode pour booster un peu certains... voilà. Donc, on pouvait comprendre... Que ça a pu aussi quand même servir de façon honnête et... mais absolument, non, mais je veux dire par là, je peux comprendre le souci. Très franchement, je pense que le 1er août est très sérieux. Je pense que cette mesure doit être expliquée et comprise. Il ne faut pas qu'on ait un débat sur la périphérie du sujet. Le vrai sujet, c'est que ce n'était pas une bonne mesure ni pour l'emploi, ce n'était pas la vraie mesure pour le pouvoir d'achat, et c'était par ailleurs un des éléments qui a accru le déficit public. Alors, vous connaissez les critiques qui sont faites par l'opposition sur cette mesure. Ce sont surtout les classes moyennes et les bas salaires qui profitaient de cette défiscalisation des heures supplémentaires. Alors, évidemment, les députés de l'opposition et notamment d'anciens ministres sont montés au créneau cette semaine. Extrait. Vous êtes devenu le parti des bobos. Moi, j'habite rue des Martyrs. Rue des Martyrs, je vais vous dire, les bobos qui ont voté pour vous, ceux-là, ils ne sont pas concernés par les heures sup. Mais le commis boucher de la rue des Martyrs, lui, il a besoin des 500 €. C'est ceux-là qui sont les cocus de la gauche. Et vous êtes devenu le parti des bobos, des petits bourgeois et pas le parti des ouvriers. François Hollande, pendant la campagne, de façon constante, a toujours promis solennellement qu'il ne toucherait pas aux exonérations de cotisations sociales pour les salariés dans les entreprises de moins de 20. Je le cite dans une des réponses qu'il a faites à l'émission de RTL, où il était interrogé par un ambulancier qui lui disait « Monsieur Hollande, je vais perdre mes cotisations sociales avec ce que vous prévoyez ». Et la réponse qui a été faite par Monsieur Hollande « Je vous le promets, monsieur, je maintiendrai les cotisations sociales sur les heures supplémentaires pour tous les salariés des entreprises de moins de 20 salariés ». C'est un flagrant délit de mensonge politique. Oui, vous faites sauter le bouclier fiscal, mais c'est pour mieux mettre un boulet fiscal à la France qui travaille. Est-ce que c'est une mesure de bobo, la fin de la défiscalisation des heures supplémentaires? M. Wauquiez dit des choses inexactes. Car justement, ce qui est maintenu pour les entreprises de moins de 20 salariés, c'est l'exonération des cotisations pour les entreprises. Parce que dans ces entreprises-là, créer de l'emploi en substitut
aux heures supplémentaires est beaucoup plus difficile. Oui, qu'on comprenne bien, c'est que dans ces entreprises de moins de 20 salariés, les salariés qui ont fait des heures supplémentaires vont payer des impôts, mais il n'y aura pas de cotisation. Les cotisations sociales de l'entreprise seront exonérées, comme elles l'étaient auparavant. Pour la raison suivante... Donc, promesse tenue. Promesse, exactement ce qu'il a dit est tenu. Alors, pour autant, il faut bien réexpliquer le sens de cela. Alors, quant aux bobos, laissez-moi rire, la grande masse des ouvriers a voté pour François Hollande, en tout cas nettement plus que pour Nicolas Sarkozy. Mais c'est eux qui bénéficiaient en majorité de cette exonération d'heures supplémentaires. Vous êtes d'accord avec ça? Les ouvriers ou les employés. Bon, de toute façon, ce n'était pas les gens qui sont au forfait, donc il faut faire des heures horaires pour avoir des heures supplémentaires. Donc bon, c'est vrai que c'est plutôt le monde du travail et c'est rarement les cadres supérieurs. Bon. Pourquoi cette mesure est juste? Parce que, comme je vous le disais, il y a d'abord eu beaucoup d'opportunités de substituts à ce qui devrait être normalement dans une entreprise, l'augmentation des salaires. Deuxièmement, parce que ça a rendu plus facile les heures supplémentaires dans les grandes entreprises plutôt que de la création d'emplois. Et cela, c'est aussi des ouvriers, c'est aussi des employés. Quand vous êtes demandeur d'emploi, vous êtes aussi dans ces milieux-là. Donc, si on veut soutenir le pouvoir d'achat, et là, on n'a pas de leçon à recevoir de l'opposition, ce n'est pas par ce mécanisme-là qu'on doit le faire. Bon. La troisième raison, c'est quand même qu'on est avec un déficit financier très important. Donc, quand on veut combler le déficit, il faut d'abord faire rentrer les ressources fiscales légitimes. Il n'est pas normal qu'une heure travaillée normalement, ou quelqu'un qui a une augmentation de salaire va payer des impôts sur cette augmentation de salaire, et celui qui ferait une heure supplémentaire ne paierait pas d'impôts là-dessus. C'est d'ailleurs ce principe constitutionnel d'égalité de traitement qui rendait difficile, si même nous l'avions souhaité, d'avoir un traitement différencié sur la fiscalisation des heures supplémentaires entre les petites et les grandes entreprises. Voilà. Donc c'est une bonne mesure. Maintenant, elle ne peut pas à elle seule résoudre les problèmes. Il faut s'attaquer à l'amélioration du pouvoir d'achat. Je pense par exemple aux heures supplémentaires des enseignants qui faisaient des études et autres. C'est sûr qu'il va falloir discuter quand même. On ne peut pas dire aux enseignants il faut créer des postes, mais ils sont aussi pas si bien rémunérés que cela. Donc il faut réfléchir sur leur grille salariale et c'est un paquet qui doit être négocié entre la défiscalisation de ces heures supplémentaires qui n'est pas une bonne méthode et la relance ou en tout cas au moins dans un premier temps le maintien de leur pouvoir d'achat. Le gros effort fiscal, Marie-Noëlle Lienemann, va être demandé aux Français en 2013. C'était avec un apéritif, là. 33 milliards de recettes à trouver. Pas tout en fiscalité, les 33 milliards. C'est 33 milliards de déficit à combler. Oui, moi, si les prévisions de croissance sont maintenues. Revenons un petit peu à l'Europe. Vous dites que finalement, il ne faut pas... ça revient un petit peu à ça, dire que si on ne signe pas le traité, on ne respecte pas les engagements. Alors, je distingue deux choses. Dans le débat sur l'Europe, je distingue deux choses. Le court terme et le long et moyen terme. Quand on vote un traité européen, comme c'est le cas de ce qui va nous être proposé, on fait des choix dans la longue durée, qui traitent le court terme et le moyen et long terme. Mais qu'on comprenne bien, très, très, très brièvement, vous êtes d'accord pour respecter les engagements, notamment de 3% de Sur les 3%, je suis d'accord pour les respecter. Je pose la question du délai pour l'atteindre. Que ce soit 1 an près ou 2 ans près, si c'est pendant l'année, si vous prenez 1 an de plus pour atteindre l'objectif, ou 2 ans de plus pour atteindre l'objectif, et que pendant ce temps-là, vous avez remis en route le moteur de la croissance, c'est beaucoup mieux que d'atteindre l'objectif en ayant complètement plombé la croissance et les capacités de rebond des pays. D'accord, mais vous êtes quand même d'accord pour respecter les engagements de la France. Je suis une vraie keynésien. On ne peut pas faire cavalier seul dans l'Europe. Comme ça, mais ce n'est même pas une question de cavalier seul. Je suis d'accord, on a signé, on respecte. Mais on prend du temps. Et surtout, on discute avec nos partenaires. On n'est pas les seuls à être devant ça. Depuis qu'on a signé le traité d'Amsterdam, il y a eu au moins 5, 6, 7 ans où la plupart des pays n'ont pas atteint les objectifs. Et c'est là où le système est vicié. Des objectifs de déficit public et d'endettement devraient être calés par l'ensemble des pays de l'Union, ou ceux de la zone euro, sur un délai. Par exemple, on dit pendant 5 ans, on fait tomber nos déficits à tel niveau et on investit avec de l'emprunt à tel niveau. Et parce que du point de vue du cadre économique dans lequel nous vivons, il y a des moments où il faut relancer, il y a des moments où il faut engranger les fruits de la croissance pour réduire les déficits. Et donc ça doit être des choix politiques.
décidé par des représentants élus. Ça ne doit pas être gravé dans le marbre, une fois pour toutes, c'est 0,3. Ou bien, là, c'est 3. Et maintenant, c'est 0. C'est-à-dire qu'on tue toute possibilité de ce que j'appelle une politique keynésienne, c'est-à-dire une maîtrise qu'on appelle contracyclique par rapport à l'économie. C'est-à-dire, à certains moments, il faut booster, à d'autres moments, il faut rééquilibrer. On ne prend pas en compte la différence entre une dépense ordinaire de fonctionnement et des dépenses d'investissement qui comptent pour l'avenir. C'est pas la même chose de donner une aide sociale parce que les salaires sont trop bas, que l'économie nous fait plein de pauvres, et cet argent n'est pas très productif, même s'il est humainement nécessaire, et puis d'investir dans l'éducation ou dans les grandes infrastructures. Donc il faut des choix politiques, ce qui ne veut pas dire des choix laxistes. Alors on va passer à un autre sujet, Marie-Noëlle Lienemann. C'est l'une des annonces de l'intervention présidentielle du 14 juillet, la création d'une commission sur la moralisation de la vie politique. Promesse de campagne de François Hollande, c'est à l'ancien Premier ministre Lionel Jospin, reçu ce lundi à l'Élysée, que revient la charge de présider cette commission, mais il ne sera pas tout seul à exercer cette lourde tâche. Sandra Cerquera. Retiré de la vie politique depuis 10 ans, mais très actif dans la campagne présidentielle, Lionel Jospin revient aux responsabilités. Il va présider la commission sur la rénovation de la vie publique. Les sujets qui l'attendent sont nombreux. La recherche d'un meilleur déroulement de l'élection présidentielle, avec un regard notamment sur le statut juridictionnel du chef de l'État. Une réflexion sur la réforme des modes de scrutin pour les élections législatives et sénatoriales. Et puis enfin, le troisième grand champ de réflexion, sans que j'entre dans les détails, va concerner des règles de déontologie permettant d'assurer une meilleure transparence à la vie publique. Une commission paritaire qui comporte 14 membres, des universitaires, des hauts fonctionnaires, mais aussi, et c'est une surprise, Roselyne Bachelot. À part l'ancienne ministre UMP et Lionel Jospin, aucun membre n'est issu d'un gouvernement. Ce que regrette la patronne des sénateurs communistes qui dénonce un manque de diversité politique. Pour les écologistes, la composition de cette commission doit être modifiée. À droite, on s'interroge sur son utilité. C'est une commission Jospin formée de gens qui ne font plus de politique ou qui n'en ont jamais fait, qui va dire comment doivent être faites les élections politiques. On ne peut pas en parler au Parlement. Ça sert à quoi le Parlement ? La commission Jospin se réunira dès le 25 juillet. Un rapport doit être rendu début novembre. Alors c'est le grand retour de Lionel Jospin, qu'est-ce que vous en pensez ? Écoutez, je pense surtout que des sujets comme ceux-là, c'est de la compétence du Parlement. Vous êtes d'accord avec Roger Carucci ? Oui, pour une fois, il ne faut pas exagérer. Bon. Moi, je pense que revaloriser le Parlement est une question centrale dans notre démocratie. Le rôle du Parlement, c'est de faire du travail qui prépare des décisions politiques de l'exécutif sur des grands champs où il faut que... C'est quand même pas des experts qui vont décider de ce que nous trouvons normal de faire dans le mode de scrutin, de faire dans... Pourquoi ? Parce que c'est vrai aussi de votre boucher et de mon facteur. C'est vrai de tous les citoyens. Pourquoi des grands experts ? Vous croyez qu'ils n'ont pas une idée sur la manière dont leurs problèmes peuvent remonter à l'Assemblée ? Comment le mode de scrutin permet d'être sûr que tous les territoires, du dernier des petits villages jusqu'au quartier de nos grandes villes, puissent être entendus ? Vous croyez que les élus sont moins compétents que ces experts-là pour en parler ? Ils peuvent parfois être, ils le sont d'ailleurs, partie prenante. Est-ce qu'ils sont les mieux placés finalement pour décider de leur sort ? Je pense au cumul des mandats dont on va parler un petit peu plus tard. On peut considérer qu'ils sont à la fois jugés partis. De toute façon, c'est eux qui vont voter. De toute façon, c'est eux qui vont voter. Donc, pour avoir un vote le plus en avance possible, il faut mettre le Parlement en situation d'assumer ses responsabilités et de l'assumer face au public. Moi, je préférerais une commission préparatoire avec l'ensemble des représentants du Parlement, avec des auditions publiques, comme on le fait d'ailleurs très souvent au Sénat, avec des prises de position où chacun assume ce qu'il est, plutôt que d'essayer de faire croire qu'on va trouver des consensus qui, de toute façon, n'auront pas lieu, ou de croire qu'on va pouvoir contourner les politiques dans leur vote. En revanche, les politiques, il faut qu'ils se sentent engagés et les commissions ne doivent pas servir de prétexte. Je crois qu'on en reparlera tout à l'heure. Le cumul des mandats, il n'y a pas besoin de commission. Dire un seul mandat
il n'y a pas besoin de 25 000 travaux. C'est maintenant qu'il faut le faire. Alors si ce n'est pas cette session, ça doit être impérativement à la suivante. Et qu'on ne me fasse pas croire que... Marine Lienemann, donc que c'est un peu la commission de trop, mais sur le fond, il y a quand même un besoin de moralisation de la vie publique. Bien sûr, absolument, tout à fait, fondamental, de rénovation profonde. Et parmi ces rénovations, il y a le pouvoir du Parlement. Parce que quand vous n'avez pas une responsabilité directe, c'est jamais de la faute de personne dans ce pays quand il y a un vote. Quand ah non, c'est pas de ma faute, c'est Bercy, c'est ceci ou cela. Il faut que les politiques assument ce qu'ils votent, ce qu'ils font. Et donc, oui, et puis il y a à moraliser, il y a à vérifier aussi que la diversité du cadre politique est bien représentée. La question de la proportionnelle est une question centrale qui ne peut pas être contournée. En même temps, il faut trouver un système qui stabilise nos institutions, puisque, bon, par exemple, de ce point de vue, soit l'exemple portugais, soit l'exemple allemand, il y a de la proportionnelle et en même temps, c'est des régimes stables. Donc, il y a moyen de vous disiez, pardon, au début donc, de votre réaction sur cette commission, il n'y a que des experts, il y a quand même Roselyne Bachelot. Oui. C'est une façon de pratiquer l'ouverture, comme l'avait fait Nicolas Sarkozy. Alors, écoutez, j'espère que le gouvernement ne va pas pratiquer l'ouverture parce qu'on a vu le succès de cette affaire. Hein. L'ouverture est un mythe. Qu'on soit attentif à respecter l'opposition est nécessaire. Moi, je ne suis pas d'accord très souvent avec l'opposition. Je pense qu'elle a une fonction impérieuse, utile. En tout cas, elle doit s'attacher à la voir, même quand ça nous déplaît. Bon. Donc le droit de l'opposition, c'est très important. Mais faire croire qu'on brouille les cartes, qu'il y en a qui ceci, qu'on serait ouvert parce qu'on va débaucher 3, non. Ça, chaque fois qu'un gouvernement ou qu'un président a fait ça, ça s'est retourné contre lui. Et ça a fini par le fait que sa majorité perd les élections, même quand c'était nous. Alors on va parler justement du cumul des mandats. Et mardi, c'est le sénateur Claude Dillin qui revient à la charge avec une pétition contre le cumul des mandats. Il est au menu de la nouvelle commission Jospin et provoque des remous au Sénat. Claude Dillin relance le débat avec une pétition que vous avez signée, Marie-Noëlle Lienemann. Après son élection au Sénat, le parlementaire socialiste avait démissionné de sa mairie de Clichy-sous-Bois. Sandra Cerquera. Il s'agit bien d'une remise au point. L'appel lancé par Claude Dillin contre le cumul des mandats vise à faire taire ceux qui pensent que la promesse de campagne aurait du plomb dans l'aile. Je ne fais rien d'autre que dire ce qu'a dit le Parti socialiste et qui a été voté par les militants, de dire ce qu'a dit le président de la République et ce qu'a dit le Premier ministre dans sa déclaration de politique générale. Donc je n'ai pas l'impression d'avoir fait une révolution. Mais les réticences persistent. Ils ne sont pour l'instant qu'une vingtaine à avoir signé l'appel. Si la loi passe un jour, il ne sera plus possible de cumuler mandat parlementaire et exécutif local. Y renoncer, c'est pour certains élus se couper des réalités du terrain. Il y a des pays qui font de leur deuxième chambre l'Assemblée des territoires. C'est le cas de l'Allemagne, qu'on cite en exemple 25 fois par jour sur tous les sujets. Et nous, on est en train de faire le contraire. Je ne suis pas sûr que ce qui est dans l'air du temps soit une bonne chose. Pour faire face aux résistances, une solution de compromis serait à l'étude. Pourquoi pas continuer à cumuler, mais à condition que ce soit à la tête d'une petite ville. S'agit-il de trouver l'effet de seuil ? À partir de quel type d'exécutif et de quel type de démographie il est souhaitable de faire ceci ou de faire cela. Entre une commune de 3500 habitants et une grosse ville, il faudra trancher. C'est donc là-dessus que devrait porter le débat, au risque de rogner sur la réforme qui, au départ, portait sur le mandat unique. Alors Marie-Noëlle Lienemann, on l'a dit, vous l'avez signée cette pétition. Pourtant, le Sénat constitutionnellement se veut le représentant et le représentant des territoires. Est-ce qu'on peut comprendre quand même qu'il y a un besoin d'un ancrage local pour les sénateurs et les députés ? Mais vous n'avez pas besoin d'avoir en même temps 2 mandats pour avoir un ancrage local. Vous pouvez en avoir eu un. Vous pouvez rester ancré sur votre territoire sans être maire, sans être président du conseil général, sans être à la tête d'un exécutif. Vous avez été, vous, à une époque, et député et maire ? Absolument. J'ai même été... C'était incompatible. C'est pas que c'est incompatible, c'est que j'ai observé aussi que d'abord, à l'époque où j'étais, il y avait moins de décentralisation et à l'époque, on était moins directement dans la gestion, mais je plaide coupable. C'était éprouvant et c'est vrai qu'au bout d'un moment, on délègue beaucoup.
Alors, moi, j'ai toujours travaillé, dans ma mairie, j'ai toujours travaillé en équipe. Ma première adjointe ou mon premier adjoint dans le deuxième mandat avait beaucoup de responsabilités. Mais pour être franche, quand Lionel Jospin a souhaité que les ministres ne cumulent pas, j'ai quitté ma mairie. Mon premier adjoint est devenu maire et il est toujours maire. Et franchement, je n'ai pas de remords de ces décisions. Et là, vous êtes simplement sénatrice. Je suis sénatrice. Voilà, absolument. Et je suis pour un mandat unique parce qu'à l'expérience, j'ai vu que ce n'est plus possible. Et alors après, c'est le directeur de cabinet, c'est le premier adjoint, c'est le secrétaire général, enfin maintenant le directeur des services dans les mairies, qui finalement font l'arbitrage en lieu et place du maire, qui vient juste de temps en temps, etc. Donc moi je pense que ça n'empêche pas. Il y a énormément de réticence de la part des sénateurs. La réforme a quasiment du plomb dans l'aile. On l'a vu lors du discours de Jean-Marc Ayrault ici. De nombreux sénateurs sont montés au créneau en disant qu'on ne suivra pas le gouvernement dans cette voie. Eh bien, ils ne voteront pas. Qu'est-ce que vous voulez? On ne va pas non plus. Moi, je ne vais pas mettre un flingot devant chacun de mes collègues qui n'est pas d'accord. Vous voyez, là, c'est l'illustration que finalement, les experts, parfois, sont mieux placés pour statuer que les parlementaires eux-mêmes. Parce que je respecte plus le collègue qui aura le courage de voter contre, d'assumer son vote, que l'expert qui va donner des leçons et qui n'est obligé de prendre aucune décision. L'arrivée, oui, ils vont voter contre. Ce n'est pas forcément le bon choix, c'est en tout cas ce que vous dites. Évidemment, mais il m'arrive que mes collègues votent contre ce que je pense être le bon choix. Je leur dis simplement, les collègues, il faudra qu'ils s'expliquent devant le peuple. Et c'est pas tout à fait la même chose de râler dans un couloir et de lever sa main pour dire non, non, j'en veux pas du cumul des mandats. Donc justement, moi, je préférerais, vous voyez, plutôt qu'une commission d'experts, qu'on dise, Monsieur Dillin, on le met à la tête d'une commission de parlementaires pour faire des propositions en vue d'une proposition de loi au prochain, à l'automne. Allez, on va continuer à voir l'actualité ensemble. Mardi, toujours un discours attendu de François Hollande sur le thème de la fin de vie. Le président de la République est en déplacement dans une maison médicale à Rueil-Malmaison, dans les Hauts-de-Seine. Il avait promis pendant sa campagne d'envisager une révision de la loi Leonetti. Il propose de créer une mission de réflexion sur la fin de vie. On l'écoute. Peut-on aller plus loin dans les cas exceptionnels où l'abstention thérapeutique ne suffit pas à soulager des patients aux prises avec une douleur irréversible et qui appellent un acte médical assumé? Un travail de réflexion, d'information, de concertation sera donc conduit et j'ai confié la mission de mener ce travail au professeur Didier Sicard, ici présent, président d'honneur du Comité consultatif national d'éthique. Donc on comprenne bien, la loi Leonetti prévoit le laisser mourir. Il s'agirait là d'aller plus loin avec on va dire un geste actif, plus actif, dans certains cas très précis. C'est bien ce que c'est. François Hollande ne prononce pas le mot d'euthanasie. C'est un sujet tellement sensible que le mot ne peut être prononcé. Vous voyez bien que dans l'histoire, l'euthanasie, elle a quand même eu des connotations extrêmement redoutables. Et il ne s'agit pas d'une euthanasie au sens de dire les gens ne sont pas utiles, bon, terminé. Il s'agit d'accompagner la personne dans sa fin de vie par une maîtrise autant que faire se peut d'elle-même, de ses choix, de la manière de le faire, avec toute la difficulté en fin de vie, selon les circonstances, de pouvoir exprimer son avis, si je puis dire, avec liberté, autonomie et conscience. Donc, de ce point de vue, le sujet est évidemment complexe. Et pour le coup, je pense qu'on ne peut pas prendre une décision nouvelle sans deux conditions. La première, avoir bien évalué l'effectivité de la mise en œuvre de la loi Leonetti et de son efficacité ou de ses limites, parce qu'elle est quand même que de 2005. Et l'air de rien, c'est long que les pratiques se mettent en œuvre dans des domaines comme cela. Et deuxièmement, je pense qu'effectivement, il faut aller plus loin. Parce qu'on a tous vécu autour de nous des épisodes familiaux douloureux, où on a eu le sentiment que la loi telle qu'elle était ne répondait pas au bien-être de fin de vie de nos proches. Donc, je pense qu'il va falloir la changer, cette loi, l'améliorer, si je puis dire, lui ouvrir des champs nouveaux. Je pense que peut-être... Avec toutes les précautions nécessaires. Avec toutes les précautions, et ne pas confondre les mots. Euthanasie, quand vous dites « je vais euthanasier », c'est vous-même qui décidez pour l'autre.
Là, c'est pas du tout l'euthanasie. Il y a là donc une commission qui est créée sur ce thème-là bien particulier, mais de façon générale, là, ça fait déjà 2 commissions ou de missions de réflexion en 2 jours, plus toutes celles qui ont été annoncées avant. Est-ce qu'on crée trop de... Ça fait un peu beaucoup. Oui. Ça fait un peu pour beaucoup. enterrer un dossier, créons des commissions. C'est pour ça qu'il faut quand même, à mon avis, bien distinguer les enjeux. Ce qui était clairement affirmé et qui peut être mis en œuvre rapidement, parce que l'engagement était clair et la mise en œuvre n'est pas d'une complexité folle. Ce qui n'est pas le cas. Voilà, donc ça, par exemple, le cumul des mandats, moi je peux entendre les 3500 habitants. Il faut quand même aller au cœur de cible. Donc il faut un Parlement qui puisse rapidement décider. Il y a des cas où il faut négocier avec les partenaires sociaux. Je pense par exemple tout ce qui était sur le grand sommet social, par exemple les licenciements économiques. Il faut un peu négocier parce que c'est sûr qu'on peut pas. Mais il faut une date butoir. Et dans la commission qui vient d'être, mais pas trop, et souvent des dates butoirs, bien ciblées. Et des dates butoirs. Pour que ce soit pas dilatoire. Premier pas, Marie-Noëlle Lienemann, vers le congrès du Parti socialiste qui se tiendra à Toulouse fin octobre avec la présentation des contributions. Vers le congrès au Parti socialiste, c'est la journée des contributions avant les motions qui déterminent les rapports de force. Alors il y a celle de Martine Aubry et de Jean-Marc Ayrault qui entend rassembler les socialistes. Mais Benoît Hamon se veut le grain de sel, le grain de sable du Conseil national. Le ministre délégué à l'économie solidaire et chef de file de l'aile gauche du parti compte bien faire entendre sa voix. Jean-Baptiste Daoulas. À l'entrée du Conseil national, Benoît Hamon fait figure de mauvais élève du gouvernement. Il est le seul ministre à avoir signé une contribution différente de celle de Martine Aubry et Jean-Marc Ayrault. D'abord, il n'y avait pas de consigne, il faut arrêter. Le Premier ministre, il ne donne pas de consigne, ce n'est pas son tempérament. Il est chef du gouvernement. Dans le chef du gouvernement, il y a chef, bien sûr, mais de l'action du gouvernement, après, il y a le parti, il y a le groupe, etc. Mais le chef de la majorité se charge de siffler la fin de la récréation. J'ai eu une discussion avec lui, il est membre du gouvernement. Je souhaite qu'au moment où on soumettra au vote des militants à un texte, une motion, nous soyons tous rassemblés pour inscrire dans la durée le travail que la gauche veut faire au service du pays. En clair, signer une contribution différente passe encore, mais pas question de soutenir une motion différente lors du Congrès. L'autre grande inconnue, c'est l'avenir de Martine Aubry. Des rumeurs ne cessent d'annoncer son retrait ou un nouveau bail à la tête du PS. Essayez d'éviter d'écrire des papiers tous les jours en expliquant ce que sont mes états d'âme. C'est moi-même qui ai dit que je souhaitais quitter le Parti socialiste. Dès que les conditions étaient réunies, je crois qu'un grand pas est fait aujourd'hui. Le sort de Martine Aubry sera connu au plus tard le 12 septembre. C'est à cette date que les motions seront déposées. La motion Aubry-Ayrault devrait bénéficier d'une majorité écrasante. Leur contribution a réuni aujourd'hui 88% des parlementaires et 75% des secrétaires fédéraux du parti. Le PS a aussi renouvelé ses cadres en nommant des jeunes et des femmes au secrétariat national. Alors vous avez salué la motion, la contribution de Benoît Hamon. Est-ce qu'on peut être au gouvernement et défendre une contribution, une motion différente de celle du Premier ministre? Ça, c'est toujours fait. Ça, c'est toujours fait. Jean-Pierre Chevènement, quand Mitterrand était président de la République, au congrès de Brambrès, a déposé des motions qui ont recueilli 15-20% dans le parti. Et Jean-Pierre Chevènement, quand il a quitté le PS, c'était bien après, ça n'avait rien à voir. Alors comment expliquez-vous que dans ce Mélenchon, comment expliquez-vous que dans ce gouvernement-ci, finalement, tous les ministres se soient ralliés alors qu'ils avaient chacun des intentions moi, je n'explique pas comment ils sont ralliés. Je pense qu'il y a une amicale pression, comme on dit avec les formules diplomatiques habituelles, une amicale pression qui les a amenés à être dans l'obligation de signer. Je ne dis pas qu'ils étaient en désaccord. Vous la confirmez, cette pression? On dit qu'ici au Sénat, il y a eu des consignes, des mails envoyés. Ouais, non, enfin, la question, elle est moins de la consigne. C'est un climat. Quand on vous dit... on a écouté Jean-Marc Ayrault, pour qui j'ai un grand respect, que je trouve un bon Premier ministre. Mais enfin, on ne va pas faire un congrès du PS pour ou contre le gouvernement. Moi, je déposerai probablement une motion avec mes amis et d'autres parce que nous avons des désaccords sur certains sujets ou en tout cas nous voulons infléchir un certain nombre de décisions qui n'étaient pas dans les 60 engagements de François Hollande, qui nous engagent tous. Quand on est dans une situation où on doit avoir un débat, c'est évidemment pas les pour et les contre le gouvernement. Enfin, où on vit. Et la crise ne justifie pas l'unité? C'est un petit peu alors, c'est le même débat sur l'unité nationale. Il y aura une crise, donc au contraire. La grande question, c'est quelle est la sortie de crise. Et là, il peut y avoir débat. Et là, il doit y avoir débat.
Il y a des gens qui vous disaient, il n'y a pas de problème, la crise est telle que ça va remettre en cause le système. J'observe que paradis fiscaux, produits dérivés, dérégulation bancaire, écrasement de l'économie réelle par rapport à l'économie financière, tout ça continue comme un rouleau compresseur. Alors qu'on aurait pu penser que la crise allait amener à notre politique. J'observe une autre chose, c'est quand il y a une alternative qui est cherchée, elle est cherchée vers l'intégrisme, l'extrême droite ou les pensées totalitaires. Je dis, donc si la gauche... Même Arnaud Montebourg n'a pas signé de contribution. Oui, ben Arnaud est aussi au front de sujets majeurs qui correspondent au sujet qu'il a posé. On va y venir, donc, justement. moi je respecte chacun. Je ne suis pas en train de donner de faire des bons points et de morale. Je dis par contre le droit du militant et le devoir du militant, du cadre politique, de dire ce qu'il a à dire dans le respect des règles de notre parti et de l'efficacité du gouvernement. C'est un impérieux devoir en début de quinquennat. Sinon, on aura des retours de bâton difficile. Alors, on parlait d'Arnaud Montebourg, pardon. Donc peut-être un mot sur Martine Aubry. Vous pensez qu'elle doit ou qu'elle va se représenter comme première secrétaire? Moi, je fais comme elle. J'écoute ce qu'elle dit, je crois ce qu'elle dit. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez? On ne va pas commencer à dire je dis blanc, je fais noir. Eh bien non, elle a dit, elle va faire. Enfin, elle dit quoi? Elle dit plus rien, là. Elle ne dit pas qu'elle s'en va. Elle a encore rappelé là qu'elle avait pris des engagements, que si les conditions, elle est en train de vous dire... Ça, c'est très subjectif. Bien sûr, mais elle est en train de vous dire, à la réunion là, tout à l'heure, qu'elle pensait que ça allait dans le bon sens. Donc moi, je fais comme elle, je constate. De toute façon, le premier secrétaire ne sera plus élu par un vote alternatif au suffrage universel, puisque c'est obligatoirement la tête de liste de la motion, des deux motions majoritaires qui peuvent se présenter. Des deux motions en tête, pardon, qui peuvent se présenter. Et donc, de fait, ce sera celui qui aura été coopté dans la motion majoritaire. Allez, Arnaud Montebourg, donc on en parlait, a poursuivi cette semaine ses consultations avec les acteurs du drame social de PSA Peugeot Citroën, rencontre avec les syndicats de l'entreprise, puis mercredi avec le président Philippe Varin qui avait déclaré auparavant n'avoir pas d'autre choix que de fermer le site d'Aulnay et supprimer 8000 emplois. Ce même mercredi était entendu à l'Assemblée l'ancien PDG de Renault, Louis Schweitzer. Pourquoi la marque aux losanges se porte-t-elle mieux aujourd'hui que son concurrent français Peugeot? Réponse. La fermeture d'Aulnay est incontournable pour PSA. Mais au fond, quelle est la différence? On dit Renault va un peu mieux que PSA en ce moment. Au fond, quelle est la différence? Que Renault a pris le contrôle de Nissan, que Renault a fait Dacia, et que Renault a géré le camion avec Volvo. Donc au fond, c'est en allant à l'étranger qu'on s'est évité un certain nombre de problèmes en France. Donc voilà, la solution, c'est de produire à l'étranger. J'ai beaucoup d'amitié pour Louis Schweitzer. Je pense quand même qu'il faut un peu nuancer, parce que je ne veux pas défendre Peugeot. Je pense que j'ai lu l'interview de M. Peugeot dans Le Figaro. Je pense quand même qu'il a tort de monter le ton comme cela, et j'espère que les esprits vont se pacifier, parce que quand même, quand on a un PDG d'une entreprise qui vous explique que non, la feuille qu'a sorti la CGT, c'est pas vrai, c'est faux, il n'y aura jamais ça, et que c'est exactement ça qui se déroule, bon, on peut appeler ça avec les mots pudiques qu'on veut, c'est quand même un mensonge. Bon, et ce n'est pas sain pour la négociation sociale et le dialogue dans notre pays. Mais néanmoins, n'accablons pas que Peugeot. Peugeot a moins fait partir hors de France. Oui, mais il se retrouve aujourd'hui avec... Voilà, attendez, non mais justement, une partie de sa production. Et faire croire que l'issue de Peugeot, ce serait de faire comme Renault, je ne suis pas d'accord avec cela. Qu'il y ait des alliances stratégiques avec d'autres à l'étranger pour exporter, oui. Externaliser à l'extrême la sous-traitance en dehors du pays, non. Maintenant, ça doit être un devoir. Et je rappelle que l'État est actionnaire de Renault, il y a quand même pas de Peugeot. Un vrai problème de coût du travail. Mais arrêtez de dire qu'il y a un problème de coût du travail. Attendez. Il est pourtant réel. Mais il n'est pas réel avec l'Allemagne. Bon, donc en Allemagne, le coût du travail dans l'automobile est supérieur au coût du travail en France. Donc, et que ce soit sous-traitance ou production.
Donc la réalité, c'est aussi que l'Allemagne a fait des choix de gamme qui correspondaient au fait où le coût du travail sur les gammes élevées a moins d'impact que sur les gammes petites. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de question à avoir sur le calcul, notamment des cotisations sociales. Depuis des années, déjà sous Jospin et déjà sous Mitterrand, je disais le calcul des cotisations sociales doit être fait sur la valeur ajoutée dans l'entreprise et pas sur la masse salariale. Et pourquoi même pas d'avoir une vision un peu différente de ce calcul selon les secteurs très exposés à l'exportation ou les secteurs qui ne le sont pas. Quand vous pensez que l'essentiel de nos allégements de cotisation touche Auchan, Carrefour, franchement, c'est pas pour ça qu'ils vont mettre une caissière de plus. Ils servent quand même les boulons et ils bénéficient davantage. Donc, je dis, il y a un vrai sujet de repenser les grandes filières industrielles de ce pays avec les acteurs qui y sont, mettre de l'argent public dans certains choix. Quand l'État est actionnaire, mettre les moyens aussi. Ce qui n'est pas le cas. Mais c'est le cas pour Renault. Et je veux absolument que les entreprises, et j'invite à ce que nos amis puissent lire le blog de Mme Karine Berger, qui est une économiste désormais députée, les modes de calcul de rentabilité dans l'industrie aujourd'hui, ça doit être rentable en 1 an. On sait qu'il faut 7 ans, 6 ans de cycle. Donc il faut organiser pour que l'investissement long terme et la rentabilité à long terme soient revalorisés par rapport au court terme. Allez, on va passer au jeudi très vite. Quand un député réclame plus de transparence dans les comptes des députés. Et en ce jeudi, c'est le député centriste Charles de Courson qui persiste et signe. Il va déposer un amendement pourtant rejeté en commission. Il demande que soient fiscalisés et surtout contrôlés les frais de mandat des parlementaires. De quoi s'agit-il? Valérie Brochard, Soisic-Bonvarlet. En ce début de 14e législature et de majorité socialiste, les députés s'apprêteraient-ils à voter l'abolition des privilèges? Apparemment pas, puisque le 11 juillet dernier, la Commission des finances a rejeté massivement l'amendement du député UDI Charles de Courson visant à fiscaliser l'indemnité représentative des frais de mandat. Salle des 4 colonnes, les députés n'ont pas franchement envie d'évoquer le sujet. J'ai même pas d'idée sur ce sujet. Rien du tout. L'indemnité représentative des frais de mandat des parlementaires. Non, je veux bien la TVA, tout ce que vous voulez. C'était une proposition d'amendement en commission des finances. Oh, mais il a été rejeté. Monsieur Ollier, bonjour. Pourquoi ça a été rejeté? Allez-y, allez-y. L'indemnité d'un montant de 6 412 € mensuels doit permettre aux députés de faire face aux dépenses liées à l'exercice de leur mandat, non prises en charge par l'Assemblée. Distincte de l'indemnité parlementaire principale, salaire proprement dit des députés, et en complément du crédit pour l'emploi des collaborateurs, l'IRFM doit permettre la prise en charge du loyer de la permanence parlementaire et des frais liés aux déplacements ou cérémonies officielles. Problème, une partie de l'indemnité étant souvent inutilisée et sans contrôle existant, l'IRFM peut être détournée à des fins personnelles. Récemment, Mediapart accusait le député socialiste Pascal Terrasse de s'être offert des vacances avec son IRFM. Il y a eu mélange à la fois de ce qui relève de mes indemnités d'élu, dont je peux faire ce que je veux, de mon IRFM. Je pense que Mediapart s'est un peu trompé sur le fond de l'affaire. Des suspicions que Charles de Courson voudrait faire taire en soumettant à l'impôt sur le revenu la partie de l'IRFM non consommée, impliquant un contrôle par l'administration fiscale des dépenses des parlementaires. Oh, visiblement, c'est un sujet sensible à voir la réaction des députés interrogés dans ce reportage. Est-ce que vous l'auriez voté, l'amendement de Charles de Courson? Non, je pense que la bonne méthode, c'est le contrôle par les assemblées elles-mêmes, par un collège de pairs, de l'usage de ces fonds, sur lequel les sénateurs comme les députés, les sommes qui sont données me paraissent, il faut bien les nuancer, sont brutes. C'est pas vrai que tous les mois, il y a 7 100 € qui tombent chez le... Et il ne paraît quand même pas aberrant que soit comme contrôlé, justifié, au moins justifié. Absolument, qu'on justifie ces sommes. Et éventuellement reversées lorsqu'elles ne sont pas utilisées intégralement. Oui, éventuellement reversées quand elles ne sont pas utilisées intégralement. Alors en prenant un laps de temps de 2-3 ans, parce qu'une année, vous allez rénover le siège, votre local, cette année-là, vous dépensez plus, vous changez votre ordinateur, encore qu'on a des dépenses ordinateurs. Vous trouvez ça normal, mais en même temps, l'amendement a été rejeté. Mais parce que l'amendement, ça suppose, ça suppose que c'est Bercy qui va venir voir comment les députés vont commencer à dire oui, mais pourquoi
pourquoi vous avez fait ça, est-ce que c'était bien votre mandat, et vont commencer à comment dire, codifier ce qui procède de la manière d'exercer son mandat, ce qui ne me paraît pas sain dans une démocratie. Au passage... Bercy ne peut pas contrôler les comptes des parlementaires, ça c'est au nom de la séparation non, des mais pouvoirs. Si, les impôts sur le revenu, ils contrôlent nos impôts sur le revenu, mais l'IRFM doit être contrôlé par l'Assemblée, par un collège de pairs, voire qu'il puisse avoir quelques grands sages qu'on associe. Ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Voilà, ça il faudrait le faire. Merci beaucoup. C'est la fin de cette émission. C'est la dernière de l'année. On se retrouve donc en septembre. Et avant ça, on remercie évidemment toutes les équipes qui nous ont aidés à faire cette émission cette année, à commencer par Éléonore Picot et évidemment toutes les équipes en régie. Merci beaucoup. Merci Aude. Au revoir. Et merci à vous deux. Merci.